Good morning, Michel. Bonjour, Michel. Comment ça va? C'est tellement chouette de vous voir. Tout va bien, je vais très bien, merci. Michel, nous allons commencer de cette manière. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Michel. Joyeux anniversaire. Bienvenue à vous, Michel, aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir, en fin de compte, et je ne pouvais pas résister de vous souhaiter votre anniversaire aujourd'hui. C'est tellement sympa, merci beaucoup. En fait, c'était hier mon anniversaire. Alors, on va dire que, en fonction du temps et de là où vous êtes, eh bien, on a fait une extension du temps jusqu'à aujourd'hui pour vous aujourd'hui. C'est chouette. C'est un honneur et un plaisir, Michel, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et sur ce sommet de guérir l'arbre de famille. Et j'ai mentionné qu'on a cette chance de vous avoir avec nous. Et je peux dire à notre audience aujourd'hui que vous représentez la voix des gens qui sont vivants, mais aussi la joie de ceux qui sont partis. Et aussi la voix de ceux qui prennent leur deuxième chance. Alors vous représentez aujourd'hui beaucoup de voix. Oui, tout à fait, c'est ça. Et je peux dire quelques mots à propos de vous et puis partager avec les gens quel est votre voyage de vie et qu'est-ce que vous allez partager avec notre audience. Vous êtes une auteure à succès international. Vous êtes aussi une cinéaste primée et fondatrice de Second Chance Secrets, qui est un tellement beau nom. Vous avez aussi créé un centre de formation professionnelle qui permet aux coachs et aussi aux thérapeutes, aux guérisseurs et aux entrepreneurs de libérer leur véritable éclat afin qu'ils puissent attirer des clients et faire la différence dans leur vie de leurs clients. Depuis plus de 25 ans, vous qui avez du coup un doctorat en psychologie, vous aidez aussi les gens et les femmes à recréer leur vie après un deuil à travers la guérison spirituelle, la psychosomatique, la psychologie cognitive et la Gestalt, et puis aussi le coaching, la prise de parole, l'art, les films et l'édition. Vous êtes aussi best-seller de déjà un auteur de livres qui sont best-sellers, et notamment donc de Breaking Barriers, et également numéro 1 ce livre qui s'appelle Step into Your Brilliance, et également Animal Legacies, donc qui parle d'animaux. Bien sûr, là je mentionne seulement quelques livres dans lesquels vous avez participé, que vous avez écrit vous-même. Je vais expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés à travers ce livre collectif Step into Your Brilliance, qu'on pourrait dire en français, faites un pas dans votre éclat, dans votre lumière. Et c'était un honneur de vous rencontrer également en personne, après que le livre a été lancé. Et c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la sérendipité, la synchronicité. Et c'est très généreux de votre part. Je sais que vous avez beaucoup d'engagement et le fait que vous soyez là aujourd'hui avec nous. Alors merci encore d'être avec nous, Michel, aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup, Sophie. Michel, est-ce que vous aimeriez partager avec nous comment est-ce que vous êtes devenue la personne que vous êtes aujourd'hui et parler à propos de Second Chance Secret, le secret des deuxièmes chances? Est-ce qu'il y a une situation, peut-être quelqu'un, quelque chose qui vous a emmené à venir sur cette mission de vie? Ah oui, tout à fait. Parce que la plupart de ma vie, je vivais dans l'inconscient.
je suivais un schéma, un comportement que je pensais pouvait m'emmener à ce que dont j'avais besoin et ce que je voulais, l'amour. Et depuis tout petit, j'ai perdu la confiance au monde qui devrait fournir ça. Donc j'ai pris la décision de prendre mon propre monde dans mes mains, entre mes mains, et manipuler le monde pour arriver à cet objectif d'avoir ce que je voulais. Et à travers ce voyage, j'ai compris pourquoi on fait ça. Tout à fait jeune, on peut avoir l'expérience, peut-être pas nécessairement un désastre terrible, mais d'un point de vue d'un enfant, ça peut être dévastatrice. Et moi, mon papa, avec qui j'avais des liens très très proches, a été muté au Japon et pendant plusieurs mois, on a été séparés. Et j'avais jamais noué autant de liens avec ma maman qui voulait essayer de déménager au Japon. Tout ça, c'était un traumatisme pour moi. Et j'ai essayé de faire plaisir. Et c'était mon mode de survie. Mais la mauvaise côté, c'était que c'était réussi. À l'école, surtout, vous pouvez imaginer. Donc, ça m'a pris énormément de temps de me rendre compte qu'en fait, ça me freinait en tout. Et j'ai eu plein d'alertes. D'abord, j'ai perdu mon premier emploi dans une école aux États-Unis, dans le Midwest. Et après, mon premier mari m'a quittée pour une autre femme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie dans une retraite pour travailler ma connexion avec le divin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça m'a reconnectée avec la source de qui je suis vraiment. Pourtant, ce que j'ai appris, et là, c'est vraiment les fondations du livre que je suis en train d'écrire actuellement, nous sommes des êtres spirituels, on a des aventures spirituelles, mais on est dans un corps humain. Et les corps ont leur propre leur propre schéma. Oui, c'est ça en effet. Et en fin de compte, l'esprit et le corps ont leur propre agenda. Et alors parfois, c'est sûr qu'on a besoin de nous aligner avec ces différents agendas. Donc pour moi, c'est un apprentissage, c'est d'apprendre et développer des outils et des pratiques qui ne vont pas distraire le corps ou gérer l'univers, mais de faire partir, d'être en association avec le corps, en partenariat avec ton corps pour vivre mieux, authentiquement, soi-même. Et c'est spécialement ce que vous m'avez expliqué il y a quelques jours, de ce que vous faites beaucoup, c'est aider les gens à reconnecter avec leur corps. Il se peut que parfois nous nous réfugions simplement dans notre tête et que nous ne soyons plus vraiment présents dans notre corps. Nous savons que nous avons un corps, mais parfois on fait en sorte de s'en éloigner pour ne plus sentir. Et je sais que vous avez plein d'outils, plein de connaissances qui permettent aux gens de refaire leur connexion entre ce qu'on appelle le fameux corps, esprit et âme. Oui, tout à fait. Ce que j'essaye de faire toujours, c'est de créer cet espace qui est en sécurité pour que les gens puissent vraiment découvrir qui ils sont. S'ils ont été traumatisés en tant qu'enfants, ou ils ont absorbé par des comportements de leurs parents, il y a une sorte de peur chez l'enfant et après chez l'adulte d'être soi-même. Et combien de fois on le voit, parfois par exemple les adultes vont utiliser une voix d'enfant pour ne pas faire peur, ou peut-être on a des boucliers qu'on crée, une sorte d'amour pour nous protéger. Et moi, ce que j'essaye à créer dans cet espace sécure, il ressent l'enfant qui a été blessé, qui a le courage de sortir à l'intérieur. Oui, nous avons un mot en français. On appelle aussi pour certaines femmes la femme enfant. Ça peut être aussi bien sûr le cas pour un homme enfant.
Mais il y a certains moments, comme vous dites, où il y a notre voix qui change. Parfois, ça peut être en effet la voix de l'enfant, du petit enfant. Et on peut parfois être conscient qu'il y a quelque chose qui se passe ou d'un changement qui se passe en nous qui nous fait revenir à ce petit enfant. Ou on est peut-être déjà dans l'énergie, mais on a pris par notre enfance d'utiliser cette voix trop mignonne d'un petit enfant et peut-être mieux acceptée par certaines personnes. Donc moi j'ai remarqué, je parle beaucoup et je travaille avec d'autres orateurs et je reconnais souvent pour moi ce que je vais utiliser un ton un peu... En fait, tout dépend les temps que les gens utilisent. Il y a des gens qui utilisent une voix très mignonne, plein de respiration, ou des gens qui vont utiliser un ton trop... Ah oui, on va faire ça. Et tout ça, c'est une sorte de performance. On joue, c'est un effort, une habitude même, parce qu'on ne sait même pas, on ne se rend pas compte qu'on le fait. Mais c'est quelque chose qu'on a appris à faire pour nous protéger, pour pas que les gens sont en colère ou qui vont nous poser de problèmes. En fait, d'abord, la première chose, il faut se rendre compte qu'on le fait et qu'on peut casser l'habitude et qu'on retrouve nous-mêmes, vraiment nous. Oui, et puis parfois nous ne savons pas pourquoi, nous ne connaissons peut-être même pas la personne, mais à travers notre champ énergétique, en fonction de leur voix, enfin d'être conscient de comment nous réagissons aux gens en face de nous et que l'on puisse aussi se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois c'est une question de secondes ou d'un petit moment et c'est vraiment un effort, c'est comme muscler notre manière de nous rendre compte de ce qui se passe. Exactement, c'est ça. C'est comme avec les muscles. On doit le faire encore et encore et encore. Une chose que je me suis rendu compte, je suis arrivée à un moment où je pouvais parler en tant que moi-même devant des spectateurs. Je pouvais être vraiment là, présent. Et puis, tout d'un coup, il y a l'Internet. Là, on est en train de parler à une toute petite lentille. Et puis là, on ne sait pas à qui on parle. On commence à parler plus fort, mais on ne les voit pas. On essaye d'avoir une connexion. Donc là, je commence à maîtriser ça aussi avec Internet. Et quand je parle et je vois, par exemple, avec les appels Zoom où on peut voir 20 ou 30 personnes, là, je commence à monter ma voix et en fait, c'est le corps, c'est pas l'esprit. C'est le corps qui essaie de faire plaisir. Et merci que vous mentionniez ça parce que ça me permet aussi d'inviter l'audience qui est derrière vos écrans à connecter avec nous. Vous savez qu'à chaque moment que vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer une question ou peut-être pourquoi pas une réponse, quelque chose que vous ressentez de la conversation ici. Alors ça me permet de dire aussi merci à Céline. Merci beaucoup que Céline, tu sois la voix de notre audience derrière ton écran pour nous redonner ce que les personnes connectent avec nous. Même si nous ne vous voyons pas, sachez, vous, les gens dans l'audience, que nous vous ressentons et que vous avez toujours la possibilité de lever votre main. Vous savez, vous avez les outils sur Zoom. Et Nikki, voilà, Nikki qui nous traduit. Donc, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas nous entendre en français en direct, voilà, sachez Michel que nous sommes traduites par Nikki et qui est avec nous juste maintenant. Ah, mais je suis impressionnée en tant qu'une Américaine, on parle très très vite. Et d'abord, je viens de la côte Est où on parle encore plus vite. Donc, merci. Donc maintenant, je suis à l'Ouest, j'essaye de parler plus doucement. Je viens aussi d'une famille nombreuse, donc si on voulait être entendu, il fallait parler rapidement.
Mais je suis sûre que Nikki va apprécier que vous mentionnez cela. Et, et oui, effectivement, nous avons beaucoup de chance que nous avons la possibilité de vous faire connaître à notre communauté française. Alors, c'est un grand plaisir. Vous avez mentionné que venir, c'était important pour vous d'aller au contact avec l'audience. Donc, n'hésitez pas, l'audience, à venir à notre contact aussi. Alors, Michel, est-ce que vous aimeriez nous dire un petit peu plus comment est-ce que c'est venu à vous, ce Second Chance Secrets, le secret de la seconde chance? Comment est-ce que vous avez structuré cela et qu'est-ce que les gens peuvent attendre de votre programme? Alors, c'était toute une évolution avec mon propre voyage, mon évolution en moi-même. Mon programme aussi a évolué. Donc, avec la première formation, c'était pour les gens qui avaient un deuil. Donc, pour moi, la première chose pour moi, c'était au moment où j'ai perdu mes parents. Et ils sont morts tous les deux avec 6 mois d'intervalle, à 6 mois d'intervalle. Donc, il y avait quelque chose de tellement profond. Au moment où on perd nos parents, on se rend compte que nous aussi, nous allons mourir. Et, oh là là, il reste peu de temps. C'est limité. Il faut qu'on en profite. Et là, pour moi, c'était vraiment la première chose qui m'a fait tilt, qui m'a dit, il faut vraiment que je vis selon ce que je veux, moi. En fait, je ne savais pas ce que je voulais vraiment parce que j'avais jamais vraiment réfléchi à tout ça. Je passais mon temps à faire plaisir aux autres. Et je me posais jamais la question, qu'est-ce que je veux? Non, c'était qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, c'était un voyage pour moi aussi. Donc, la première chose, je voulais faire une série, réaliser un film pour aider en fait les gens de profiter, de se réveiller qu'on avait une seule vie courte et qu'il fallait utiliser cette vie qui est tellement courte. Et après, je me suis rendu compte qu'un film, ça suffisait pas. Il faut du temps pour changer. Et c'est là où j'ai pris la décision de devenir coach. Donc, je travaillais pendant 5 ou 6 ans dans une hospice pour aider les gens à faire face au deuil et à la mort. Et après, j'ai créé mon entreprise pour faire ça aussi. Et après, avec ce deuxième chance, second chance, je veux aller au-delà du deuil. Le deuil, parfois, c'est un portail à ce qui est après. Le deuil, ça nous réveille à quoi? Pour moi, c'était quoi? C'était un réveil à ma propre vie. Donc, ça peut vous réveiller aussi. Ou vous pouvez rester coincé dans le passé, ou vous pouvez rester coincé à reconstruire le passé et vous n'allez pas vers l'avant. Et ça me fait arriver à cette question. Quand nous avons quelqu'un autour de nous qui est justement en deuil et qui est en train, que ce soit la perte d'un travail ou la perte de quelqu'un de cher, peut-être aussi la perte d'une maison, pourquoi pas? Oui, tout à fait. J'ai discuté avec une femme récemment qui a perdu une maison. Et ça a évoqué un deuil très, très, très profond chez elle. J'ai aussi eu une femme qui est arrivée, qui pleurait la perte de son mari, mais depuis 20 ans. Et le problème, c'est qu'elle avait un fils qui était comme son mari. Et donc, à chaque fois qu'elle voyait son fils, elle pleurait. Et on a continué et ça a duré qu'1 mois. Comment j'ai fait? J'ai trouvé un espace, j'ai créé un espace pour elle où elle pouvait respirer. Donc, on a appris de garder nos émotions, de tenir, de garder ça en soi. Mais si on le laissait, si on peut relâcher, mais si on le fait, on ne peut pas le retenir. Donc, on a peur qu'on va perdre ses sentiments et ses émotions. Donc, on passe de l'énergie à retenir ces émotions en nous. Et ça joue, ça a des effets sur nos corps
incroyable. Et aussi sur l'esprit. Et oui, effectivement, aussi sur l'esprit. On n'est peut-être pas conscient, mais que ça a un effet sur notre esprit. Et le choix que l'on fait parfois, il est basé sur un certain état d'esprit, nos choix. Et nous ne savons pas si c'est forcément l'état d'esprit normal quand on est quand on est pendant un deuil. Donc, nos choix sont basés sur un aspect spécifique de comment on perçoit notre vie. Comment on peut ressentir? Si jamais on est bloqué dans une phase de vie du fait d'un deuil, comment est-ce qu'on peut ressentir? Quels sont les effets qu'on peut sentir qu'on est resté bloqué dans un deuil? Oui, alors souvent, si on a retenu ces sensations, ces émotions, on sent rien. On a peut-être l'impression qu'on est déconnecté de notre corps parce que c'est là où on retient tout. Et ce qui se passe, c'est que les gens trouvent des méthodes pour se distraire en fait de leurs propres émotions. C'est pas nécessairement quelque chose de rassurant, mais ça nous distrait de nos émotions. Ça peut être la drogue, la télé, les jeux vidéo, Facebook, et une autre chose, et peut-être une des pires, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est de travailler trop, de devenir accro au travail. Parce que l'univers, le monde, la culture nous dit, génial, c'est génial ce que vous faites, continuez. Mais, entre-temps, on empêche nos émotions de sortir. Si on travaille tout le temps, on sent rien. Et pendant qu'on travaille, on a l'impression de presque comme la drogue, c'est de la dopamine qui sort. On a l'impression qu'on fait du bien. Donc en fait, c'est comme si on est sage, si on est en sécurité quand on travaille beaucoup. Et c'est très rassurant en fait. C'est chimique. Moi, je sais que, par exemple, si je dispute avec mon mari, si après je range ma cuisine, ça marche. Je me sens mieux. Oui, mais c'est une bonne manière. Ça a l'air d'être très logique, c'est vrai. Parfois, c'est pas toujours facile de reconnaître quand quelqu'un est toujours dans le processus de faire son deuil. Et nous, il se peut que parfois, on va dire à cette personne, pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Comment se fait-il que tu sois toujours dans cette attitude spéciale? Et peut-être que la personne ne peut pas réagir d'une autre manière parce qu'elle est toujours bloquée dans sa tristesse ou dans des sensations négatives. Et du coup, ça va pas leur envoyer quelque chose de positif, qu'ils ne suivent pas ses projets. Et donc, bien sûr, on a l'habitude d'être dans la performance. On est censé être créatif. On est censé de faire des projets tout le temps. Et c'est sûr que cette question d'être occupé, comme vous dites, en anglais ils disent busyness. Est-ce qu'il y a un conseil spécifique que vous pouvez nous donner quand on est avec quelqu'un qui est toujours dans le processus de deuil? Comment est-ce que l'on peut acter? C'est peut-être quelqu'un qu'on aime, un ami, quelqu'un de la famille. Comment est-ce qu'on peut les aider quand ils sont en train de faire leur deuil pour ne pas aggraver leur situation? Alors, une ligne qui est très très précise. Il faut être ouvert, il faut les écouter, il faut permettre aux sensations, aux sentiments de sortir. Donc souvent, je travaille comme ça je crée un espace en disant oui, vous pouvez les relâcher tout, vous pouvez pleurer. Et quand on donne la permission à quelqu'un de pleurer,
de faire le deuil, en fait, ça sort en 2 minutes ou moins. Et qu'est-ce qui donne cet relâchement et la continuation dans le deuil? C'est les pensées. C'est nos pensées qui recyclent. Et là, on continue à dire « Ah mais oh là là, je vais être toujours comme ça, jamais je vais le revoir, mon amour. Ou si seulement je peux faire quelque chose d'autre, si seulement... » Et c'est ces pensées qui nous fait revivre le deuil encore et encore. Mais si on focalise sur l'émotion et on lâche l'émotion, et c'est ce que j'ai fait avec la femme, elle s'est jamais donné la permission de pleurer. Et une fois qu'elle l'a fait, elle a arrêté. Elle n'avait plus besoin. Elle avait enfin... En fait, il y a une sorte d'énergie, d'émotion. Je vais peut-être vous parler un peu scientifiquement. Donc le deuil, ça fait partie de notre système de survie. Donc il y a cette fight, freeze. Donc là, il y a certaines choses chimiques qui sortent dans le corps. On respire les mêmes choses. Et là, quand on relâche pas l'énergie qui est nécessaire pour que ces produits chimiques sortent de notre système, en fait, ça reste dans nos cellules, ça reste dans notre sang, ça reste dans notre corps. Et ça veut pas partir, donc c'est encore là. Donc une fois qu'on laisse sortir les larmes et l'émotion, voilà, c'est là, cette sensation de relâchement. Et c'est incroyable. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de deuil. Il y a plusieurs couches et de niveaux. Mais il faut développer cette pratique. Quand on sent colère, trouble, deuil, on trouve et on crée un espace pour relâcher l'émotion, pour ne pas le recycler encore et encore. Et puis c'est aussi merveilleux parce que vous avez permis à cette personne d'être vue, d'être reconnue dans sa souffrance. Et c'est comme si vous aviez dit je te vois, je vous vois. Et on sait que c'est tellement important pour les gens de se sentir vus au niveau où ils sont et pas au niveau où on aimerait qu'ils soient. D'être ressenti, d'être vu, que oui, c'est dur pour soi quand la personne est dans le deuil, mais juste être entendu, être reconnu dans ce que la personne vit, ça peut effectivement lui permettre, comme vous avez dit, ça lui donne comme l'autorisation et que du coup, elle puisse d'avoir été vue par vous de là où elle était exactement et de se dire « Ah mais je suis compris, je suis comprise ». Et là, je peux me permettre d'aller plus loin, de continuer à avancer. D'avoir pris le temps de créer cet espace pour que cette personne, c'est comme si vous en preniez vraiment soin, comme vraiment la materner presque, et de lui dire « Je vois ce que vous avez besoin ». Oui, exactement. Et là, vous avez parlé de quelque chose de crucial, de très important. Les êtres humains, on est très sociables. Et nous sommes programmés biologiquement de nouer ensemble. Et si quelqu'un est là pour témoigner, pour voir où vous permettez d'être vraiment ce qui vous êtes, c'est énorme et ça répond à votre question. Quelqu'un est là en colère. Est-ce qu'on peut essayer de les aider à trouver où ils sont vraiment? En même temps, il faut développer une oreille qui peut nous dire quand quelqu'un est en deuil ou s'il commence à avoir une histoire de souffrance. Le deuil, c'est quand on relâche l'émotion. Il y a des larmes, les émotions qui sortent. C'est un relâchement. Mais après, il revient il parle d'une histoire. Et là, mais comment est-ce que ça sent, comment vous avez ressenti ça? Et souvent, j'emmène mes patients à l'intérieur de leur corps.
réfléchissez à comment vous vous sentez à l'intérieur. Où est-ce que vous ressentez des choses? Et c'est là où ils retrouvaient les sensations et là ils retrouvent aussi les sentiments. Oui, merci beaucoup. C'est tellement sage. Et bien sûr, nous avons très régulièrement des deuils dans notre vie, spécialement avec la situation de la pandémie globale dans le monde. Nous avons besoin d'apprendre à comment faire nos deuils de plein de situations. Et c'est vrai qu'on dit souvent en ce moment, nous allons être de retour dans la nouvelle réalité. Mais en fin de compte, c'est pas facile parce qu'on ne retrouvera jamais ce qu'on a vécu avant. Et c'est ok, et c'est un apprentissage de savoir que nous ne retrouverons pas ce qu'il y avait avant et que nous allons évoluer dans une autre réalité et de faire le deuil. Voilà, que ces personnes peuvent apprendre à se sentir entendues. Actuellement, nous avons le contact visuel, nous-mêmes en ce moment, mais il y a des gens qui sont dans une sorte d'isolation et ils n'ont pas forcément beaucoup de contact. Et j'ai entendu qu'une personne qui se sentait isolée émotionnellement, physiquement, intellectuellement, vous avez mentionné, Michel, que dans votre pratique, vous avez... est-ce que vous avez, vous, Michel, plus de gens qui sont avec des problématiques causées par cette situation globale? Oui, peut-être, mais là, il faut avoir du courage pour dire j'ai besoin d'aide. Donc, il y a... Là, on pense qu'on ne peut pas, on reste gelé, on a peur de demander de l'aide. Mais là, la pandémie, c'est vraiment une énorme expérience humaine. On n'a pas l'habitude d'être isolé comme ça. Les gens, comme moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec qui je vis, avec mon partenaire, mais il y a d'autres qui sont en isolement, mais il faut avoir une connexion. Moi, j'ai remarqué plusieurs personnes, les gens, par exemple, qui sont vraiment seuls, toutes seules, quand ils sont au téléphone ou avec Zoom, ils n'osent pas arrêter parce qu'ils ont tellement faim parce qu'ils ne sont pas satisfaits en fait, c'est pas assez. Et ça me rappelle les jeunes enfants, les enfants qui ont grandi avec les ordinateurs, les textos. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent plus vraiment la vie socialiste, de communiquer. Et oui, ce qui est incroyable, c'est qu'ils pensent qu'ils sont sociables avec leur téléphone. Oui, peut-être ils ne se sont même pas remarqué le confinement, parce qu'ils peuvent être derrière leur téléphone tout le temps. Je ne serai pas harcelée à l'école, je suis à la maison. Mais c'est vrai que c'est un point très important de mentionner ça, le harcèlement à l'école. Parce que nous avons aussi besoin de recalibrer nos interactions sociales en espérant que, avec cette pandémie globale, nous allons apprendre à avoir un nouveau départ. Vous avez mentionné le harcèlement à l'école et je sais que ça arrive dans beaucoup de pays. Et est-ce que vous avez, vous, Michel, des gens qui viennent à vous? Pourquoi pas pour une seconde chance, le secret de la seconde chance, quel est votre programme que vous offrez aux gens? Est-ce que vous avez des gens qui viennent vers vous et qui viennent apprendre à se défendre parce qu'ils ont été harcelés à l'école ou au travail ou chez eux même? Oui, en fait, j'ai 3 programmes. Donc, il y a une étude avec une séance en individuel avec moi. Donc là, j'ai eu des résultats extraordinaires. Après, j'ai un programme en groupe. Et là, c'est pour créer une nouvelle vie
pour chaque personne, pas nécessairement pour les coachs, les professionnels, mais c'est comment vivre vraiment votre vie et comment on peut créer une deuxième chance où on n'est plus intimidé ou freiné, mais que vous avez de l'espace pour trouver qui vous êtes vraiment. Parfois, les problèmes, Sophie, viennent quand on ne se sent pas assez à la hauteur ou on n'a pas assez de valeur ou de peine. On a le même, en fait, c'est un effet miroir, on n'a pas la bonne réponse et ça devient un cercle vicieux. On n'a pas assez, on ne se croit pas assez en nous-mêmes, donc on reçoit. Moi, en fait, avec mes propres relations, quand moi je commençais à devenir plus forte, mes relations ont changé aussi. Il fallait pas que je change l'autre personne, il fallait que je me change moi-même. Quand nous, on commence à avoir une sorte de responsabilisation, les choses changent. Oui, et beaucoup de gens vont pouvoir justement indiquer que maintenant nous avons la chance d'avoir beaucoup plus d'outils, de possibilités de pouvoir faire du développement personnel et regagner du pouvoir personnel et son autorité intérieure. Et ce qui permet aussi d'envoyer un autre message dans l'univers en changeant notre fréquence. Et d'avoir plus de confiance en soi attire plus de confiance à l'extérieur. Et c'est effectivement une responsabilité personnelle et j'aime beaucoup que vous ayez mentionné ça. Merci beaucoup. Et c'est bien de savoir que nous n'avons pas besoin de changer les autres, mais que le plus important, c'est de nous changer nous-mêmes. C'est tout à fait vrai. C'est vraiment vrai. Une des choses qu'on peut vraiment pas réussir à faire, c'est de changer quelqu'un d'autre. Oui, en effet. Michel, qu'est-ce que les gens peuvent attendre justement de votre programme Second Chance Secret, le secret des deuxièmes chances? Oui. Alors, il y a le programme en groupe, mais aussi un programme VIP. Donc, ce programme, en fait, là, il y en a deux. Il y a, si on veut travailler tout seul, il y a en fait un programme VIP mais en individuel ou avec des choses qui ne veulent pas en parler en groupe. Et puis j'ai un autre programme qui est conçu une sorte de certification dans les modalités et des pratiques que j'enseigne. Donc là, c'est leur voyage spécifique et ça devient leur propre programme. Donc tout ce qui marche pour vous, c'est à vous. Parce qu'on a chacun notre façon d'adapter, de développer nos voyages, notre voyage et notre programme. Donc ça me permet de donner la possibilité, par exemple, des gens qui ont eu une transformation de la vie, de mettre tout ça dans un package qui peut faire une différence. Moi, c'est vraiment très chouette. Vous aidez aussi les gens à créer leur propre programme d'accompagnement. Oui, tout à fait. Moi, en fait, il faut être vous-même, votre unique personne. Donc moi, j'ai un outil, une boîte à outils qui est plein de choses, mais à vous de trouver les outils qui vous correspondent. Comment vous pouvez évoluer et on va créer une formation, un programme sur mesure. Chacun a son propre empreinte. Et effectivement, ça nous permet aussi de créer notre propre message qui vient de notre empreinte personnelle. Et donc, j'aime beaucoup le fait que les gens puissent créer leur propre programme en suivant votre programme. Et disons, pour combien de temps est-ce que les gens vont suivre votre programme ? Bien sûr, on ne va pas tout dire à propos de votre programme parce qu'on aime bien qu'il y ait des surprises aussi. Mais combien de temps à peu près ça dure avec vous? Alors, le programme en groupe dure 1 an et le programme VIP vient ensemble avec le programme en groupe. Donc, soit on peut le faire tout de suite en 4 mois,
le programme VIP et puis on continue en groupe ou on peut l'étaler ça dépend un peu comment vous voulez payer, si vous voulez faire toute une année. Ça dépend, selon les besoins de chaque individu. Donc le programme VIP, c'est des séances privées avec moi. On travaille tous les problèmes qui sont là et on essaye de développer votre propre programme. Comment ça va être, comment vous allez organiser ce programme et comment est-ce qu'on peut créer le voyage pour vos patients. Et ça peut être très court ou ça peut continuer avec un programme en groupe pour vous donner un peu plus de temps. Ou on peut prendre toute une année. Pourquoi une année? Parce qu'il faut du temps pour changer et il faut s'entraîner. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est pour la musculation. Il faut du temps. Donc je donne souvent l'exemple d'un professionnel avec le technique d'Alexandre. C'est une technique pour aligner le corps. Donc, quand on enseigne à nos muscles à s'aligner différemment dans une certaine façon et qu'on prend conscience de comment on tient le corps, la technique d'Alexandre, c'est de relâcher les muscles qui n'ont pas besoin d'être activés pour faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Ben, c'est merveilleux. Donc, on utilise beaucoup moins d'énergie. Donc, si on ressent nos corps et je me dis, mais où est-ce que je suis... Où est-ce que je sens une tension? Ah oui, ça va mieux tout de suite. Et on le fait tout le temps automatiquement, mais si on veut changer, donc moi, je commence à travailler ma posture, mais des fois j'oublie parce que je me relâche et là je me remets en posture. Donc je fais ça et je me rends compte qu'il faut du temps. Donc, quand ça prend du temps de travailler ces habitudes, ces habitudes, même si c'est physique ou mental, l'habitude mentale de faire quelque chose et qu'on va réussir en ce qu'on va faire, on se dit « Ah non, je ne veux pas faire comme il faut ». Ou est-ce qu'il faut passer du temps à analyser en disant « Ah non, mais je vais… » réussir. Ah oui, c'est le dialogue intérieur. Effectivement, il a beaucoup de pouvoir sur nous, qu'on le réalise ou pas, ce dialogue intérieur. Et ça se construit aussi, ce dialogue intérieur, de la manière dont on a reçu les remarques des gens. Peut-être parfois on a reçu des remarques qui n'étaient pas constructives, que ce soit conscient ou pas. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait comme un disque qui va repasser encore et encore. Et puis à un moment donné, peut-être qu'on aura l'occasion de se demander, mais c'est la voix de qui au fait qui me parle dans ma tête? Oui, parfois le dialogue est tellement subtil, on ne se rend pas compte qu'on arrive dans une situation en disant « Oh, mais je ne vais jamais réussir, oh, je ne vais jamais rencontrer quelqu'un ». Et là, ça reste, c'est tellement subtil, on ne se rend pas compte qu'il est là. Et il faut du temps pour se rencontrer. Pour être conscient. Par exemple, ce matin, je faisais du yoga, comme tous les matins, et il y a une différence entre de faire les actions et de sentir et prendre le temps de sentir chaque moment, chaque expérience, sans aller trop loin, mais juste sentir. Comment c'est? Quelle est cette sensation quand je pousse mon corps? Et là, c'est un peu comme la méditation, pareil. Et oui, j'étais juste à mentionner, quand vous disiez qu'à construire nos muscles du changement, et c'est vrai que parfois on va revenir dans une autre position qu'on connaît bien, et puis hop, on va prendre conscience qu'on doit venir dans une nouvelle posture. C'est vrai que ça prend du temps de construire ces nouvelles habitudes. Et je sais que vous avez vous-même votre propre pratique de mindfulness, et vous avez cette manière de l'avoir intégrée. C'est presque comme un style de vie maintenant. Est-ce que vous voulez partager avec nous quelle est votre pratique
Bien sûr, vous avez déjà mentionné le yoga. Est-ce que vous avez d'autres pratiques, d'autres rituels? Oui, 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 bien sûr. Tous les jours, je marche, je fais du yoga, de la méditation. En fait, tous les matins, je me réveille à 5h30, mais je commence pas à travailler avant 8h30 parce que j'ai 3 heures de plusieurs choses importantes. Donc, je prends soin de mon corps. C'est sous bienveillance. Même si je vivais dans ma tête, je prenais quand même soin de mon corps. Je savais que c'était le véhicule avec lequel j'allais passer à travers toutes ces dimensions de la vie. Et là, avec les années, l'âge, je prends encore plus soin de mon corps parce que je sais que c'est pas là pour toujours. Donc peut-être je peux suggérer encore une autre idée qui est peut-être un peu radicale. C'est qu'on ne va jamais être parfait. Et c'est ça, il faut accepter que ça va comme ça, même si ce n'est pas parfait. Toutes les choses qu'on a apprises pour nous protéger, pour nous pousser, ils sont tous nécessaires pour qu'on arrive à faire ce qu'on est là pour faire, en fait. On ne va jamais s'en débarrasser de tout. On ne va jamais à penser tout ce qui est rugueux sur la surface du bois. Il y a encore... Oui, c'est une très belle manière d'exprimer pour envoyer ce message. Et on peut aussi se souvenir de vous. C'est ça, c'est qu'on a toujours cette possibilité de se donner une deuxième chance. Et on peut toujours réessayer. Et quand on ressent que c'est une bonne chose pour évoluer, c'est vrai que on n'a pas toujours eu l'occasion d'apprendre comment faire différemment. Et parfois, on a besoin d'un exemple. Et c'est vrai que vous avez mentionné ce fameux s'enfuir ou se mobiliser, tous ces effets, et que c'est important d'apprendre à se créer un espace et parfois même de trouver un support. Et ça va nous permettre de pouvoir se trouver comment on a la possibilité de se recréer, se donner une deuxième chance. Et c'est ce qu'on va se remémorer de vous. C'est que vous avez les secrets à partager avec nous sur comment se donner une deuxième chance. Et les gens peuvent vous joindre. Nous allons poser tous vos réseaux sociaux sur votre page bio sur le site healingthefamilytree.com. Les gens peuvent vous joindre, vous envoyer un message. Et nous allons aussi bien sûr envoyer le replay parce que nous ne sommes pas dans le même endroit du monde et que les gens auront l'occasion de vous découvrir. Oui, c'est sûr. On ne veut pas tous veiller la nuit pour regarder. Il y a des gens qui restent réveillés la nuit pour les changements, pour les différentes zones. Mais peut-être avec le temps, on va devenir plus flexible avec notre sommeil. En effet, nous savons que justement le soleil a un bon effet sur nous, notamment dans... Et c'est que lorsque nous sommes près aussi du cycle plus naturel de la nature, que nous perdons peut-être parfois parce qu'on est dans ce monde digital. Et finalement, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas réalisé que c'est déjà la nuit à l'extérieur. Mais en effet, le côté positif de ce monde digital, c'est que vous êtes en Californie. Nous sommes, dans les Alpes françaises et nous avons des gens qui nous écoutent de Canada et d'autres pays. Nous savons que vous avez une communauté à travers le monde et n'est-ce pas merveilleux qu'on a cette possibilité, grâce à ce monde digital, d'être tous ensemble et en même temps quand même de revenir à ce cycle naturel parce que comme vous nous l'avez dit plus tôt, le corps a son propre agenda. Et nous avons cette possibilité merci qu'on ait réussi à aligner nos agendas à vous et à nous. Merci encore beaucoup d'être là.
Merci tellement, Sophie. C'était vraiment un grand plaisir de partager tout ça. Des choses qui évoluent chez moi dans ma compréhension de ce que ça veut dire pour moi d'avoir ce voyage, cette aventure. Merci. Oui, c'est vrai qu'en effet, c'est une aventure. Ah, encore une chose, vous avez mentionné vos documents que vous avez réalisés. Est-ce que les gens ont la possibilité de trouver vos documentaires? Est-ce qu'ils sont peut-être possibles de les voir en ligne, les Secrets of Life and Alors, Death? actuellement, ils sont dans notre espace cyber, mais je pense qu'ils sont protégés. Mais c'est bien d'en parler. Si quelqu'un est intéressé et il veut prendre contact avec moi, je peux trouver une solution. Je pense qu'on arrivait pour $10 de faire du streaming pour les documentaires, les films. Ah oui, c'est un streaming, c'est super. Je suis pas trop. Je crois que Canopy, notre ils ont peut-être dans leur bibliothèque. Vous pouvez le trouver gratuitement. Donc ça sera peut-être faisable avec Canopy. Mais si vous ne le trouvez pas, prenez contact avec moi. Mon adresse email, c'est mp. Donc nous allons trouver bien sûr en ligne ça. mp at secrets of life and death. Vous allez pouvoir trouver les coordonnées bien sûr en ligne dans le forum. Et encore une fois, pour les gens qui nous écoutent en différé, allez voir sur la page bio de Michel Petitcola sur le site healingthefamilytree.com et vous trouverez son adresse mail, son site web. Donc voilà, donc ça s'appelle Secrets of Life and Death. Yeah, oui, ça c'est mon email, mais j'ai pas encore créé un adresse courriel avec Second Chances. Donc, simplement pour expliquer pour les gens qui regardent en replay, Michel Petitcola a mis en ligne ses coordonnées et encore une fois, vous pouvez aussi les trouver sur le site web, sur sa ligne de bio. Et nous vous trouverons également pour que vous puissiez accéder les replays aussi. N'hésitez pas à envoyer un message à Michel Petitcola. Elle est très disponible pour nous répondre. Merci encore Michel, que vous soyez présente. Et voilà, Céline nous a envoyé vos coordonnées sur le forum. Et Céline, c'est elle qui a choisi pour vous ce gâteau pour votre anniversaire. Et bien sûr, il y avait cette bougie ce soir pour vous ici. Mais j'aimerais bien savoir c'est quoi exactement. Alors, c'est un dessert, c'est comme une pomme en fin de compte, mais c'est un gâteau. Alors, bien sûr, je peux juste vous envoyer l'intention que c'est délicieux. Et on va profiter ce soir et vous envoyer toutes nos belles intentions pour vous. C'était vraiment un plaisir, un honneur que vous soyez avec nous. C'est bien entendu difficile de finir une conversation avec vous. Alors, nous attendons avec impatience de pouvoir avoir à nouveau un contact avec vous. Et aussi que pour la communauté française francophone, qu'elle puisse apprendre un peu plus de vous. C'était un plaisir de vous avoir là. Ah, ça serait génial. Et ça serait encore mieux d'avoir encore quelques heures, un peu plus de temps. J'ai vraiment parlé de ce sommet à partout et j'ai hâte, dès que c'est en ligne, je vais faire tout ce que je peux pour promouvoir ce sommet. Est-ce que ça serait seulement disponible pour les gens qui ont déjà l'abonnement maintenant? Oui, bien sûr, nous allons envoyer le replay à toutes les personnes qui se sont inscrites.
en fonction de quand les gens se sont inscrits, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont aussi au travail maintenant, donc les replays seront disponibles pour tout le monde. Et bien sûr aussi, chaque personne qui est intervenue comme vous, Michel, vous allez recevoir le replay de votre vidéo, de notre interview maintenant, que vous pourrez communiquer avec votre audience. Voilà, donc nous allons bien entendu partager le mot, que vous puissiez aussi envoyer dans vos communautés les informations, parce que c'est notre but. Partager les informations, partager les ressources et pouvoir partager avec chacun de l'espoir et de l'inspiration. C'est ce que vous avez fait avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Sophie. Et je vous souhaite tous une merveilleuse dernière journée du sommet. Merci. Merci, Michel. Une très belle fin de journée pour vous. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde et nous nous retrouvons pour le 3e jour, donc qui était le samedi matin, et nous commencerons avec Carolina qui nous donne une session de yoga. Donc c'est à 9h à l'heure française et vous aurez cette merveilleuse session de yoga avec Carolina. Et demain, elle va représenter la voix du corps et de l'esprit. Toute belle soirée à vous tous et à tout bientôt.